Chapitre 6: Le comportement du consommateur. L'information relative au comportement du consommateur est essentielle pour retenir ensuite les décisions les plus appropriées. L'étude du comportement du consommateur a été menée au sein de diverses disciplines: psychologie, sociologie, économie. Pour ce qui nous concerne, dans une approche marketing, la connaissance du comportement du consommateur ne constitue pas une fin en soi, mais simplement un outil, un moyen pour adapter les décisions commerciales à ceux qu'elles tentent de séduire. Le marché connaît un grand nombre d'intervenants, producteurs, distributeurs, intermédiaires, prescripteurs, acheteurs, consommateurs. Chacun y participe avec ses propres objectifs. Une analyse de chaque catégorie d'acheteurs pourrait donc être effectuée, mais il nous paraît plus utile d'examiner les processus d'achat, bref, les mécanismes de décision. Deux types de marchés seront examinés: le marché des biens de consommation et le marché des biens industriels. D'autres auraient pu être ajoutés: marché international, marché des services, marché public, mais pour une grande part, ils se rapprochent des deux premières catégories. 1. Le consommateur individu, le B2C. Les facteurs explicatifs de l'achat. Deux grands groupes de facteurs peuvent être distingués. Le premier a trait à l'environnement, c'est-à-dire à tous les éléments sociaux qui ont une influence sur l'acheteur. Le second concerne tous les facteurs individuels qui font qu'aucun acheteur ne ressemble en tout point à un autre. La vision d'un consommateur influencé exclusivement par des facteurs individuels et des facteurs d'environnement est classique, mais elle présente une grande qualité pédagogique. On sait évidemment que le client est infiniment plus complexe, plus gouverné par l'apparence à des valeurs que conditionné par des facteurs de nature socio-démographique et un peu simpliste, il est vrai. Les facteurs environnement. Ils sont nombreux et concernent l'individu plus ou moins directement. La famille est plus proche d'une personne, donc plus influente que la culture. On peut les illustrer avec le schéma bien connu de Veblen. Voyons successivement les différents niveaux: culture, sous-culture, classe sociale, groupe de référence, famille, situation d'achat, individu. En premier, la culture. L'anthropologie nous apprend qu'un individu doit être situé par rapport à sa culture pour être bien compris. La culture, ou plus simplement le style de vie d'un groupe de personnes, résulte des comportements, des croyances, des modes d'organisation, de l'idéologie dominante. Les valeurs culturelles dont hérite chacun constituent de puissants facteurs explicatifs de l'achat ou du non-achat. Individualisme, importance de la mère, matérialisme, convictions morales ou religieuses sont autant de traits culturels qui orientent la consommation. La culture n'est pas figée une fois pour toutes, et il serait très dommageable pour une firme de ne pas suivre ses évolutions les plus notables. Les cultures diffèrent surtout d'un pays à un autre, et les firmes qui vendent à l'étranger doivent en tenir compte. Une appellation, une photographie peut choquer dans un pays et être fort bien adaptée dans un autre. B. Les sous-cultures. La culture est étendue dans un sens très large au sein même d'un groupe culturel. Plusieurs sous-groupes relevant de sous-cultures différentes peuvent être distingués. En premier, les nationalités. En France, de nombreuses nationalités se côtoient et, tout en appartenant à un même ensemble culturel, elles font preuve de caractéristiques qui leur sont propres. La question essentielle est de savoir si les sous-groupes sont assez importants en nombre pour une offre particulière leur soit accordée. C'est le cas aux États-Unis avec les communautés noires et hispaniques. En France, de telles études seraient utiles pour de produits ou services comme les restaurants, les agences de voyage, de cinéma, certains produits alimentaires. En deux, les religions. Les sous-cultures existent, mais on peut se poser la question de savoir si elles sont réellement source de différenciation importante dans la consommation. Évoquons toutefois les interdits alimentaires respectés par les Israélites et les musulmans. En trois, les régions.
En France, les disparités régionales sont fortes et certains produits très typés franchissent mal les frontières, la bière vers le sud, le pastis vers le nord. En quatre, les âges, les jeunes adultes, les personnes du troisième âge n'ont pas les mêmes habitudes de consommation ni d'écoute des médias. Elles recourent à des distributeurs différents, ne sont pas sensibles aux mêmes arguments, rien d'étonnant à ce que chaque catégorie soit courtisée par des moyens spécifiques. Le foisonnement de revues et d'émissions de radio destinées spécialement aux jeunes en constitue un exemple. C'est les classes sociales. Elles sont définies comme les groupes de personnes qui détiennent une position voisine dans une société, sur les plans des comportements et des opinions. Elles sont un puissant facteur de différenciation au sein de nos sociétés. Un simple voyage dans les 20 arrondissements parisiens montre clairement que la capitale est constituée d'une série de sous-groupes entre lesquels il y a peu de choses en commun, sinon la proximité géographique. Les classes sociales ne se repèrent pas au moyen d'un indice unique, mais il convient de faire appel à de nombreux facteurs tels le revenu, la profession, le niveau d'éducation, etc. La typologie la plus connue est celle proposée par Warner qui distingue 6 classes: supérieure, supérieure, supérieure inférieure, moyenne supérieure, moyenne inférieure, inférieure supérieure, inférieure inférieure. Par exemple, la classe supérieure supérieure est la plus réduite, 0,5 de la population, et elle est constituée de vieilles familles, au moins 3 générations dans la même classe, dont les lieux d'habitation et les réseaux d'amitié sont internationaux. Il s'agit par exemple de banquiers ou de gros industriels. Leur culture de consommation diffère très sensiblement de celle des autres classes. En fait, ils consomment peu de mise, non, ils consomment peu de produits et se rattrapent sur les marchés des services. Ceci parce que les biens sont transmis d'une génération à l'autre, peut-être aussi parce que les Rolls-Royce ont une durée de vie plus longue que les autres voitures. En France, cette classification peut être utilisée. On lui préfère la distinction en 4 classes A, B, C, D de ces codices. Faute de mieux, on recourt parfois simplement aux différentes catégories socio-professionnelles de l'INSEE: agriculteurs, exploitants, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, employés, ouvriers, retraités, autres personnes sans activité professionnelle. La distinction des classes sociales constitue un critère essentiel de subdivision des marchés, mais deux remarques doivent être formulées. Par manque de moyens de mesure, c'est souvent le niveau de revenu qui est le seul critère retenu pour définir l'appartenance à une classe, ce qui peut conduire à masquer l'appartenance réelle. Les classes ne sont pas discontinues, mais bien au contraire, tous les individus sont rangés sur un axe et il n'y a aucune rupture de classe à l'autre. Certains éléments sont insensiblement modifiés. Dès lors, on peut se demander si les différences à l'intérieur d'une classe ne l'emportent pas parfois sur les différences entre les classes. D. Les groupes sociaux. L'appartenance à divers groupes sociaux présente une influence sur le comportement du consommateur, que celui-ci soit en contact direct avec cela ou non. On distingue les groupes primaires, relations de travail, voisins, amis, et secondaires, membres d'une même association, d'un même syndicat ou parti politique, ou encore les groupes de pairs, groupes auxquels on appartient, et les groupes de référence, groupes auxquels on souhaiterait ou détesterait appartenir. Les groupes de référence ont soit le pouvoir d'attirance, soit un pouvoir de répulsion. L'influence des divers groupes est plus ou moins prononcée selon la proximité avec l'individu, selon la cohésion du groupe, etc. Plus le groupe est proche et cohérent, plus son produit paraît fort. Les attirances ou répulsions s'exercent différemment selon les produits. Les consommateurs de standing, les consommations ostentatoires, d'après le terme de Veblen, sont par définition les plus visés. On peut ainsi représenter l'influence des groupes de référence qui est plus ou moins forte à l'égard soit du produit, soit de la marque. Le schéma se lit de la façon suivante: vêtements,
L'influence des groupes de référence est forte en ce qui concerne le choix de la marque et faible pour ce qui touche au choix du produit. Téléphone mobile, l'influence des groupes de référence est faible en ce qui concerne le choix de la marque et forte pour ce qui tient au choix du produit. E. La famille. Elle constitue le groupe d'influence le plus immédiat et le plus durable relativement à chaque individu, au point que pour de nombreux achats, c'est la famille de ménage, comme disent les statisticiens, qui doivent être considérées comme une unité consommatrice. Deux éléments sont pris en considération par les responsables du marketing: le rôle de chaque membre de la famille. Lors de la décision d'achat, chaque membre de la famille pèse d'un certain poids, mais le rôle de chacun dépend des produits, du niveau social de la famille, des divers réseaux. Quelques tendances se vérifient. Les enfants et les adolescents ont un rôle de conseil pour de nombreux produits: alimentation, lieux de vacances, automobiles. La mère de famille est la plus grosse consommatrice du foyer car souvent elle gère le budget de tous les achats courants. Ces particularités sont susceptibles d'évoluer. Par exemple, les jeunes disposent de plus en plus tôt d'un réel pouvoir d'achat. Les mariés exercent leur autorité plus fréquemment pour des achats de produits très courants: alimentation. Rigaud Brigmont, à partir d'un échantillon de familles belges, a analysé l'influence de chaque époux dans les décisions d'achat de divers produits et services. En ordonnée et porté l'influence de l'épouse dans l'acte d'achat. Elle est étalonnée de 1 à 3. Au niveau 2, la décision est conjointe, mais ceci peut signifier que la décision est prise de concert dans 100% des familles interrogées, ou que la femme décide entièrement dans 50% des familles et l'homme entièrement dans l'autre moitié. C'est la raison pour laquelle Rigaud utilise un autre axe sur lequel il porte le pourcentage de familles où la décision est prise conjointement. Tout cela signifie que des études en des enfants sont réellement décidées ensemble, désordonnées 80% en artiste, alors que les vêtements du mari ne le sont pas. Niveau 2, mais 40% seulement de décisions conjointes. Le cycle de vie de la famille. La famille est sujette à un cycle de vie et à chaque stade, les comportements sont différents. On distingue dans une vision traditionnelle 7 étapes: célibataire jeune, peu de revenus mais peu de besoins; couple jeune marié, les ressources augmentent, les dépenses s'orientent vers la voiture, les vêtements, les appareils ménagers; couple avec jeunes enfants, les ressources diminuent car la femme réduit son activité, les besoins augmentent; couple avec enfants, moins influencé par la publicité car il dispose d'une expérience en matière d'achat. Les ressources augmentent grâce à l'avancement du mari et à la reprise d'activité de la femme. Couple âgé sans enfants à charge, forte aisance financière, achat de luxe, vacances, bijoux. Couple âgé retraité, chute de revenus, dépenses orientées vers la santé. Célibataire âgé, si le survivant n'a pas eu d'activité professionnelle, forte diminution des revenus. Voilà exposées quelques normes de caractéristiques, la liste est loin d'être exhaustive, qui s'attachent à chaque période et qui peuvent intéresser le marketing. Ce cheminement classique de la famille au fil des années n'est qu'une moyenne statistique. Les ménages monoparentaux, les divorces et donc les remariages sont en constante progression. Chaque année, le nombre moyen de personnes par ménage diminue et donc la population constante, le nombre de ménages augmente. F. Les situations. Notre perception de la vie quotidienne, donc nos achats, nos actes, sont conditionnés par une multitude d'événements que l'on nomme facteurs situationnels, ainsi que les processus d'achat sera différent selon qu'on achète un bouquet pour l'offrir à sa mère ou qu'on choisit des fleurs pour orner son salon. En marketing, la situation est donc définie comme un ensemble de facteurs liés à un moment ou à un endroit donné qui, sans trouver leur origine dans les caractéristiques stables des personnes ou des produits, exercent une influence manifeste sur le comportement.
Cette notion de situation est cependant difficile à cerner car elle s'applique à une multitude de cas. Par exemple, le sentiment de la chaleur trop élevée éprouvé dans un magasin par un client correspond-il à un état réel ou à un état perçu par la personne? Aussi s'efforce-t-on de caractériser plusieurs types de situations. On distingue généralement deux cas. Les premiers, les situations d'usage de consommation, correspondent aux conditions dans lesquelles un consommateur envisage d'utiliser le produit, la sensibilité au prix, la fidélité aux marques, le temps consacré à examiner le produit au moment où on achète, où les attributs du produit seront très différents d'une situation à une autre. On n'achète pas une robe pour aller à une cérémonie de la même façon qu'une robe pour les vacances d'été. 2. Les situations d'achat, c'est-à-dire les caractéristiques de l'environnement du consommateur au moment de l'acquisition du produit qui agissent aussi sur le comportement. On acceptera mieux de faire la queue aux caisses d'un hypermarché le vendredi dans la soirée si l'on a du temps devant soi. On fera des comparaisons, on flânera, on se laissera séduire par des achats d'impulsion alors qu'on se limitera au strict nécessaire pour passer aux caisses rapides si on doit retrouver un enfant avant 19h à la crèche. Tous ces événements de la vie sont cependant trop nombreux pour que l'on puisse établir des catalogues situationnels facilement utilisables par des praticiens. Les facteurs individuels. Au même titre que les facteurs d'environnement, plusieurs facteurs individuels viennent agir sur l'acheteur pour déterminer son comportement. Les motivations. Elles sont venues s'ajouter à ou même remplacer la notion issue de l'économie des besoins à la recherche d'explications relatives au comportement du consommateur. Les psychologues ont trouvé que les motivations, bien qu'elles ne constituent pas l'ultime raison de l'achat, paraissent toutefois essentielles. La définition des motivations est parfois controversée, mais on y trouve toujours l'idée selon laquelle une motivation correspond à un état interne de l'individu, qui suscite et oriente sélectivement sa réaction vers des buts spécifiques. La motivation, en même temps, crée un déséquilibre, une tension, et donne des voies et moyens pour y remédier. On oppose plusieurs catégories de motivation: psychologique, physiologique, rationnelle, émotionnelle, consciente, inconsciente, positive, négative. Comme les besoins, les motivations sont infinies, car elles sont stimulées par des gerbes de désir. On peut comprendre par l'emploi de cette image que les motivations ont eu une tendance spontanée à dépasser ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement d'ordre biologique. Pareille inclination ou dépassement résulte d'une double pression. La première a pour origine l'imagination qui engendre des besoins nouveaux ou des matières renouvelées de réactiver des besoins anciens. La seconde provient de la concurrence des désirs qui fait désirer à chacun ce que les autres désirent, de manière à combler son propre désir autant ou davantage que les autres. Par conséquent, les motivations font l'objet d'une hiérarchie. En d'autres termes, les motivations ne se situent pas toutes au même niveau, certaines interviennent avant d'autres. Le niveau non satisfait oriente la conduite de l'individu. Il serait alors inopérant de vouloir assouvir des besoins d'un niveau supérieur si les besoins des niveaux inférieurs ne sont pas satisfaits. On définit l'implication comme un état psychologique de l'individu. Elle exprime l'intensité de la force engagée par la personne dans sa relation avec un objet commercial, le produit, la marque, le service, la situation d'achat, la publicité, le magasin, etc. Selon qu'elle est forte ou faible, l'implication renforce ou atténue la motivation. Les origines de l'implication sont nombreuses. L'intérêt de l'individu porté à l'objet, la valeur hédonique de cet objet, sa valeur de signe, l'importance des conséquences négatives d'un mauvais choix, la probabilité de faire un mauvais choix, etc. L'implication peut être durable, par exemple l'intérêt que porte une personne à un ordinateur, ou éphémère, par exemple l'achat d'un cadeau à un enfant pour son anniversaire.
L'intensité de l'implication et sa nature, ou cognitive ou affective, influence le comportement du consommateur. D'une façon générale, plus la personne se sentira impliquée, plus le processus de décision d'achat sera complexe, plus l'information traitée sera abondante. Plus nombreuses seront les marques examinées, le degré d'implication varie selon l'appréciation d'un produit ou d'un service. On le mesure en général à partir d'échelles. L'expérience. Le modèle le plus célèbre intégrant l'expérience est celui proposé par les behavioristes américains. Il est encore appelé modèle stimulus-réponse. Plus généralement, l'expérience, ou encore, selon un vocable plus moderne, l'apprentissage comporte 4 éléments fondamentaux. Une motivation qui engage l'individu à entrer dans un processus d'apprentissage, des indicateurs, des stimuli de faible intensité qui orientent le choix du consommateur. Une réponse qui résulte d'un processus mental ou physique, un renforcement qui augmente la tendance à répondre de la même façon à un même stimulus. La portée de cette démarche est grande, en effet, afin de conserver un temps maximum pour traiter les problèmes importants et nouveaux. On suppose que chaque personne met en place dans son esprit des habitudes, des routines qui déclenchent une réponse préétablie à un problème déjà connu. On imaginera aisément ce que deviendraient les achats de cigarettes, de dentifrice, de lessive, de café, s'il fallait à chaque fois mettre en œuvre un processus conscient et complet de choix entre les produits, les marques, les qualités, les conditionnements, les magasins, etc. Mais si l'on tient pour vrai le schéma behavioriste, du temps et de l'énergie sont épargnés, et toutes les facultés disponibles peuvent être consacrées aux problèmes qui n'ont encore jamais été abordés. Les individus sont programmés, conditionnés, diront certains, pour réagir de manière uniforme à une certaine excitation des responsables de marketing, et surtout les publicitaires mettent tout leur savoir en action pour parvenir à ce but suprême, faire réagir dans un sens voulu par la firme le consommateur lorsque celui-ci est touché par stimulus. À l'inverse, si le pouvoir d'apprentissage n'est pas régulièrement stimulé, un phénomène d'oubli intervient, la pratique publicitaire, schématisation à l'extrême, abondance des chansonnettes et des bruits, recours à des logotypes, des traits débrouillés, traits dépouillés, tente de remédier à ces défaillances de la mémoire. L'étude de la personnalité a, depuis fort longtemps, retenu l'attention, et ceci de manière souvent polémique. La personnalité se définit comme un ensemble de traits d'un individu qui le font penser ou agir dans un sens déterminé. La théorie la plus connue est la théorie psychanalytique de Freud, qui distingue les 3 composantes de la personnalité, le ça, le moi et le surmoi. De la lutte entre les 3 éléments, il résulte que certains désirs profonds de l'individu demeurent enfouis, mais sont cependant bien existants. Donc, il est possible de les éveiller à l'aide d'un stimulus particulier. Les annonces publicitaires faisant appel à des pulsions sexuelles inconscientes appliquent les enseignements de cette théorie. Reconnaissons très généralement que chacun d'entre nous dispose de caractéristiques personnelles: stabilité, instabilité, réflexion, impulsion, activité, passivité, calme, nervosité, qui ont une profonde influence sur les comportements d'achat, mais il faut cependant ajouter que ces caractéristiques sont pour la plupart très mal mesurées ou très mal mesurables. En outre, les distinctions qu'elles font apparaître sont peu utiles pour l'entreprise. Comment, en effet, adapter son produit à une catégorie de personnes peu définie, mal mesurée et inaccessible? Il s'ensuit que la personnalité est fréquemment utilisée décrire des processus d'acheteurs davantage que pour prévoir des influences telles et le problème des styles de vie que nous aborderons ultérieurement. Dans cet exposé sur l'influence de la personnalité, on pourrait noter pour montrer que les chercheurs ne sont jamais au repos
des développements sur les styles cognitifs, façon de traiter l'information par un individu, donc entraînant un comportement différencié, et sur les valeurs, l'American Workitch, c'est plus à relever des croyances fondamentales qui, au-delà des traits superficiels, guident l'individu dans ses achats de manière durable, la recherche d'une vie aisée, d'une passionnante et d'une sécurité familiale, du plaisir, etc. À la suite de quoi, grâce à la méthode des chaînages cognitifs, interrogation du consommateur par association d'idées, puis traitement informatique, on peut tenter de passer des valeurs adoptées par le consommateur aux attributs des produits. Un autre aspect du comportement est l'image de soi, c'est-à-dire la manière dont un individu se perçoit lui-même, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. On distingue l'image de soi réelle, telle que l'on se voit, et l'image de soi idéale, telle que l'on aimerait se voir. L'image de soi et de sa formation dépendent de tous les autres facteurs mentionnés jusqu'ici, culture, groupe d'influence, expérience, motivation, etc. Toute la question sur le plan du marketing se ramène au fait que les consommateurs souhaitent consommer des produits qui sont en accord avec l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Il s'agit de faire correspondre l'image du produit et l'image de soi. Tous les efforts déployés par les services marketing et couronnés de réussite le plus souvent pour façonner une image déterminée d'un produit vont dans ce sens. Par exemple, l'image de la 806 Peugeot n'est pas celle de la Renault Espace. Les images qu'ont d'eux-mêmes les possesseurs de ces deux voitures sont également différentes. On peut aussi citer l'image donnée par les catalogues et les campagnes de publicité de la Redoute est différente de celle des trois Suisses. Faut-il conclure que les acheteurs de l'une ou l'autre maison se perçoivent de manière dissociable ? Les attitudes, elles se définissent comme les prédispositions acquises par l'individu et qui l'amènent à réagir de telle ou telle façon à l'égard d'un objet ou d'un groupe d'objets. Aimer est éventuellement acheter la Renault Laguna, détester la Peugeot 406 sont des exemples d'attitudes. On comprend aisément toute l'importance que les attitudes ont sur le comportement d'achat. Trois questions se posent. L'origine des attitudes, la mesure des attitudes et surtout l'évolution des attitudes. L'origine des attitudes. La source des attitudes doit être recherchée dans l'expérience personnelle, dans la connaissance que l'on peut avoir d'un produit et plus généralement dans tous les facteurs individuels, personnalité, image de soi, etc. Et les facteurs d'environnement, les groupes de référence, pour ne prendre qu'un exemple, constituent un puissant facteur de formation des attitudes. La griffe du costume porté par un collègue de bureau particulièrement dynamique et sûr de lui fera naître une attitude favorable à l'égard de cette griffe. 2. La mesure des attitudes. Il s'agit d'une opération délicate qui est menée à bien au moyen de diverses échelles sur lesquelles le consommateur est appelé à placer ses propres réponses. Voici quelques-unes de ces techniques. La sémantique différentielle mise au point par Osgood. Pour tester le savon Zest, on demandera au consommateur de cocher une case. Le nom Zest pour un savon vous paraît-il désuète ou moins moderne? Et l'échelle additive de liqueur. L'échelle différentielle de Thurstone. 11 groupes d'énoncés sont choisis. On les range de l'énoncé le plus favorable au produit à l'énoncé le moins favorable. Le score d'attitude est la somme des énoncés numérotés de 1 à 11 avec lesquels le répondant est d'accord. L'évolution des attitudes, c'est le problème le plus important car il touche de manière pressante les gestionnaires commerciaux. Un produit est acheté s'il rencontre une attitude favorable chez le consommateur. S'il n'est pas acheté, un décalage existe qui peut être résolu de deux façons.
en modifiant les caractéristiques du produit pour les rendre compatibles avec les attitudes du consommateur, en faisant évoluer les attitudes du consommateur. L'attitude comporte 3 niveaux que l'on peut influencer. Cognitive, une information supplémentaire transforme l'attitude. Affective, une forte contrainte exercée sur l'aspect émotionnel fait que le consommateur se prend à aimer un produit. Conative, un avantage exceptionnel au bon moment et au bon endroit emporte la décision en dépit d'une attitude générale non spécialement favorable. L'examen de l'évolution des attitudes a fait naître une série de réflexions théoriques qui reposent toutes sur un point commun. L'individu n'aime pas les discordances. Dès lors, si une contradiction se fait jour entre certaines attitudes, une tension va s'instaurer. Tension qui ne sera apaisée que lorsque la contradiction aura disparu. 2 de ces théories sont particulièrement connues. Nous allons les évoquer. Théorie de la congruence. Elle expose que lorsque 2 attitudes sont contradictoires, l'une favorable, l'autre défavorable, l'individu a tendance à faire évoluer l'une vers l'autre pour éliminer la contradiction. Gérard Depardieu vante les mérites des pâtes en disant que c'est un produit jeune, sportif, brillant et à la mode. Une contradiction naît entre l'attitude favorable à l'égard de Depardieu et l'attitude favorable à l'égard des pâtes. L'individu a tendance à chercher un point d'équilibre en révisant son attitude, soit sur l'acteur, soit sur les pâtes, soit sur les deux réunis. Toute la question est de savoir quelle est l'attitude modifiée en priorité. On devine que plus les attitudes sont enracinées, plus la difficulté devient grande. Si l'on veut les modifier, à la limite, la contradiction sera résolue en rejetant totalement un des 2 aspects. C'est la raison pour laquelle il peut être parfaitement inutile de vouloir modifier une attitude trop profondément ancrée chez le consommateur. Mieux vaut la contourner, par exemple, en arrêtant la fabrication du produit et en relançant sous une autre appellation. Les publicitaires sont sensibles à la congruence lorsqu'ils recourent dans une annonce à une personne ou à un symbole qui détient un très fort capital de sympathie dans le public. Un auteur connu, un présentateur de télévision ou de radio, des enfants, des animaux familiers. Théorie de la dissonance cognitive. Elle a été élaborée en 1957 par Léon Festinger. La dissonance cognitive est un état psychologique qui survient lorsque l'individu perçoit. S'il ne perçoit pas, il n'y a de dissonance que 2 éléments d'information. Éléments qu'il pense vrais, tous les 2 sont en contradiction. La dissonance peut se manifester dans diverses occasions. Une attente considérée comme certaine est déçue, un comportement ne vérifie pas une attitude, 2 comportements sont en opposition, etc. À partir du moment où une dissonance est perçue, le sujet concerné tente d'y remédier en vertu du principe général de refus de la discordance. L'inconfort doit être réduit au plus vite. 3 méthodes sont alors envisageables pour atténuer la dissonance. Rationaliser, c'est-à-dire traiter à nouveau toutes les informations disponibles avec un œil plus objectif. Rechercher des informations supplémentaires qui renforcent le comportement adopté, bref, qui rassurent. Éliminer ou tout au moins atténuer les informations qui viennent à l'encontre du comportement. L'acheteur d'une Mercedes classe A est soumis à une dissonance car son véhicule connaît une forte panne de direction quelques mois après l'acquisition. Une dissonance est perçue parce que l'achat a nécessité un long processus dans lequel le consommateur a investi beaucoup de son temps. Dans ce cas, une contradiction existe entre une connaissance supposée, la classe A est une excellente voiture très robuste, et une expérience malheureuse. Pour surmonter la difficulté, l'acheteur peut adopter une ou plusieurs des 3 méthodes évoquées. 1. Estimer que la panne est due au hasard et qu'en toute hypothèse, il est statistiquement normal d'avoir certaines pannes sur les voitures même neuves.
2. Se faire confirmer à toute occasion que la classe A est la voiture la plus confortable, la moins onéreuse à l'entretien, la plus élégante, etc. 3. Changer d'attitude vis-à-vis de la classe A et considérer que l'achat a été une erreur. La dissonance la plus courante est celle qui survient après un achat important où on note, par exemple, que les acheteurs récents sont infiniment plus attentifs aux annonces publicitaires du produit qu'ils viennent d'acheter que les non-acheteurs. Ils tentent en effet de confirmer la justesse de leur jugement, de réduire le risque éventuel de dissonance en accueillant le plus favorablement toutes les indications positives à l'égard du produit. La querelle entre l'affectivité et la connaissance. L'étude de l'enchaînement des étapes au terme desquelles se forment les attitudes a montré aux spécialistes qu'une préférence stade affective existait parfois avant même qu'une croyance ou qu'une opinion puisse se former. Stade cognitive. Dès lors, c'est ouvert un vaste débat destiné à mieux situer la place respective de chaque dimension, la cognitive ou l'affective. Les premières réflexions des spécialistes de marketing mettaient l'accent sur l'explication cognitive. De nos jours, l'affective prend un poids déterminant dans l'analyse des processus de décision du consommateur. Les cognitivistes postulaient que la décision d'achat a pour origine le calcul de la somme des bénéfices tirés de la connaissance des attributs d'un produit. Les tenants de la théorie fondée sur l'affectivité avancent que le comportement résulte de préférences issues de l'affectivité et non d'une opération de l'intellect. Dès ce dernier cas, la pression du groupe conduit un individu à convoiter des produits qui lui ont été présentés. Il les achète et forme ses préférences. Celles-ci déterminent à leur tour les justifications rationnelles. Opinion, croyance. Ces deux modèles affectifs ont une forte capacité explicative des comportements d'achat. Ils conduisent les acheteurs à minimiser le poids de l'explication cognitive trop dépendante de la théorie économique classique du consommateur qui calcule ses utilités en s'inspirant de recherches issues des sciences humaines, de la sémiotique par exemple. De nombreuses recherches s'orientent vers l'étude du vaste monde des sentiments, des émotions, de la sensibilité. Chez H&M, une musique sonique destinée à évoquer une ambiance de fête doit avoir pour résultat de placer les clients dans un état d'esprit favorable à l'achat. Les responsables des magasins jouent, dans ce cas, sur l'affectivité et plus précisément sur l'humeur des visiteurs. De même, dans le métro de Marseille, la diffusion d'un parfum à la lavande n'a pas seulement comme objectif de lutter contre les mauvaises odeurs réelles, mais plus encore de donner aux voyageurs le sentiment que ce moyen de transport participe à la protection de l'environnement et doit être préféré à l'emploi de la voiture individuelle. Pour conclure, si l'on cherche à dépasser les querelles d'école, il convient de remarquer que dans certains cas, le consommateur, s'attachant à résoudre un problème bien identifié, mettra en œuvre un processus de type cognitiviste. Dans d'autres cas, la personne plus sensible à la découverte d'expériences nouvelles et de sensations inédites restera guidée dans ses choix par son affectivité, par sa recherche d'émotions fortes par exemple, qui fera choisir à un agrégé d'histoire un stage d'escalade au Népal plutôt qu'un voyage culturel en Égypte. 2. Le processus d'achat. Il est temps à présent de tenter de rassembler tous les éléments ayant une influence sur les comportements d'achat pour voir comment se déroulent les processus. Nous examinerons ainsi les différentes phases du phénomène d'achat. Admettre que l'achat résulte d'un processus comportant des étapes bien marquées relève d'une simplification qui peut paraître abusive dans certains cas. Il est évident que, par nature, l'achat impulsif échappe au cadre strict des stades multiples. Placer une tablette de chocolat dans le caddie d'un
hypermarché et du ressort d'un processus à étape réduite pour le moins. De même, de nombreux achats interviennent dans le cadre d'habitudes de décisions programmées qui deviennent routinières et le processus apparaît alors très simplifié. Un déclenchement du processus complet ne survient que lorsqu'un événement exceptionnel se produit, par exemple l'article habituel n'est plus disponible ou il n'a pas procuré la satisfaction attendue. Il reste que la décomposition en étapes est extrêmement utile sur un plan explicatif. Nous adopterons donc en relevant que toutes les phases n'apparaissent pas nécessairement à l'occasion de tous les achats de tous les produits. Le schéma ci-après permet de présenter ces différentes phases avant de les analyser. 1. La prise de conscience du besoin. Le besoin est éveillé ou éveillé lorsque le sujet est mis sous tension, en raison d'un décalage entre ses propres souhaits et la situation qu'il subit. La tension est plus ou moins forte et incite donc l'individu à résoudre le problème plus ou moins rapidement. Le besoin peut exister à l'état latent et être réveillé par une annonce publicitaire. Plus généralement, la mise en sous-tension intervient lorsque la nécessité de renouveler un stock se fait sentir, les modifications sont intervenues dans l'environnement, un facteur individuel a évolué, la qualité du produit diminue, un autre produit apparaît. Pour aller un peu plus loin, on peut dire que le consommateur répond au classique paradigme cognitiviste qui juge que le consommateur est un être rationnel qui franchit des étapes successives avant de se décider à acheter. On sait à présent que cette démarche n'est pas fausse, mais qu'elle comporte des limites. Dans de nombreux cas, le consommateur achète pour faire une expérience de consommation plus que pour chercher l'utilité procurée par un bien ou un service. Les phases de recherche d'information est alors bien différente. C'est le paradigme expérimentiel. L'esprit humain procède alors au traitement de nombreuses informations recueillies. Mais il accomplit cette opération selon le principe d'une gestion par exception, qui consiste à ne tenir compte que des seules informations importantes, car la capacité du cerveau est limitée. La prise de conscience du besoin non satisfait s'accompagne d'une sous-étape immédiatement postérieure, qui est celle de l'appréhension du degré de nécessité de l'achat. Si, de manière évidente, le besoin ne peut être satisfait pour une raison financière par exemple, le processus est arrêté, sinon l'étape suivante est abordée et l'information reçue fait l'objet d'un traitement individuel. Un processus de perception se met en marche qui peut entraîner des distorsions par rapport au message initial. 2. La recherche d'information. Elle est plus ou moins active, plus ou moins approfondie, et dans un premier temps, le consommateur puise dans son expérience et dans ses propres connaissances, puis ensuite il recherche des informations externes diffusées par les entreprises, par des associations de consommateurs, par des pouvoirs publics, etc. L'ampleur de cette quête d'information pour éclairer l'achat dépend de plusieurs facteurs. Le premier, la personnalité du consommateur lui-même. Certains ne se décident qu'après s'être parfaitement et complètement informés, d'autres consacrent moins de temps à cette étape. La nature du produit, l'information est moins précieuse pour l'achat d'une paire de chaussures que d'une chaîne Hi-Fi. Le coût de l'information et l'avantage procuré, le coût de la recherche d'une maison d'habitation peut se monter à plusieurs dizaines, voire centaines d'heures. Mais l'avantage corrélativement est grand, tout au moins l'espère-t-on. L'évaluation, il faut l'avouer, est délicate. Que coûte une heure? Pour résoudre ce problème, parfois la femme, lorsqu'elle ne travaille pas, est chargée de la recherche d'informations pour un achat important, de telle sorte que le coût de prospection est considéré comme nul. Le mari n'intervient que pour la décision d'achat proprement dite. Le risque encouru. Si une erreur est commise, le risque financier et d'un mauvais achat d'un poste de télévision est très différent du risque psychologique que comporte l'achat d'un maillot de bain.
Et donc, une information plus ou moins étendue est requise dans chacun des deux cas. 3. L'évaluation des solutions. Fort de toutes les informations recueillies, le consommateur va procéder à l'estimation de diverses solutions envisagées avant de se décider. Dès lors que les psychologues se sont rendus compte que l'attitude d'une personne à l'égard d'un produit n'était pas univoque, mais qu'au contraire, elle apparaissait fort complexe. Des progrès considérables ont été accomplis dans l'étude de ce problème. L'évaluation, il s'agit en l'occurrence de tous les développements intervenus à propos des modèles multi-attributs depuis qu'une quinzaine d'années, ainsi que de la nouvelle théorie économique de la demande issue des travaux de Lancaster. Le modèle de départ a été proposé par Fishbein. Celui-ci a estimé que les trois composants classiques de l'attitude cognitive, affective, conative revenaient en fait au même et que c'est plutôt d'un indicateur global qu'il était nécessaire de se doter. Fishbein propose alors un modèle d'arithmétique psychologique, l'évaluation globale d'une attitude à l'égard d'un produit qui comporte plusieurs attributs est égale à la somme pondérée de chaque attitude à l'égard de chaque attribut. Le modèle multi-attribut de Fishbein est un modèle parmi d'autres. En effet, le principe d'évaluation, tout en reposant sur l'idée fondamentale de l'existence de plusieurs attributs, peut être différent. On distingue ainsi 4 familles de modèles. Les modèles de compensation. Ils sont additifs et linéaires. L'exemple est celui développé par Fishbein. Une mauvaise note donnée à un attribut compense une bonne notation donnée à une caractéristique. Les modèles de satisfaction conjonctif. Le produit acheté est celui pour lequel l'estimation de chaque attribut dépasse un montant minimal défini par ailleurs. Tous les dentifrices qui sont évalués au moins à 2 par exemple pour chaque attribut sont retenus. Ce modèle ne conduit pas véritablement à un choix, mais plutôt à la constitution des deux catégories en fonction d'une exigence minimale préalablement définie. Ceux qui franchissent la barre et ceux qui sont recalés. Le modèle peut également être disjonctif, un minimum existe pour certains attributs seulement. On ajoutera à ceci que le consommateur n'a pas en tête l'ensemble des produits et marques susceptibles d'être évalués. C'est au sein d'un univers plus restreint. L'ensemble des considérations au Advocated Set que les évaluations sont menées, puis le choix opéré. Les modèles lexicographiques, on commence par ranger les attributs par ordre d'importance. Dans notre exemple, deux blanches et haleine fraîche sont mieux classés. Leurs poids sont supérieurs à ceux qui touchent à la protection des carrés et au prix, puis on compare les marques sur l'étalon de l'attribut prioritaire. Si l'une des marques dépasse les autres, elle est alors choisie. En cas de classement à égalité, on compare les marques ex aequo d'après le second attribut, et ainsi de suite. Dès qu'une marque se détache des autres, elle est retenue. Les modèles des attributs déterminants. Certains attributs peuvent être considérés comme extrêmement importants par le consommateur sans qu'ils jouent pour autant un rôle déterminant. C'est le cas d'un attribut qui est de qualité équivalente pour toutes les marques. On calcule alors la déterminance des attributs qui est égale au produit de leur importance par leur score de variabilité d'une marque à l'autre. 4. La décision d'achat. Elle n'est pas unique et s'étend à plusieurs aspects. Le consommateur doit choisir la marque, le conditionnement, le magasin, la quantité, etc. C'est à partir d'une situation d'équilibre et de déséquilibre successifs qu'intervient l'achat. Les choix définitifs seront influencés par les facteurs situationnels qui prévalent à ce moment. L'acheteur n'est-il
seul, accompagné, fait-il beau, etc. Par le niveau d'implication à l'égard du produit que connaît le consommateur, du complet détachement à la passion incoercible. Une distinction peut être opérée entre les décisions prises à l'extérieur du magasin, choix du produit et des marques acceptables, choix du magasin, et celles effectuées dans le magasin, choix de la marque, de la quantité, etc. Pour agir sur chacune de ces décisions, l'entreprise doit bien connaître les divers motifs qui interviennent à chaque stade. Les magasins ont des images différentes qu'ils construisent et entretiennent avec patience. Celle de Carrefour n'est pas celle d'Auchan. Celle du Printemps diffère de celle des Galeries Lafayette. Dans le magasin, toutes les techniques de merchandising que nous étudierons dans ce chapitre consacré à la distribution sont mises en œuvre. La décision n'est pas selon le type de produit acheté. À cet égard, la célèbre classification de Copeland est toujours d'actualité. Convenience goods, produits d'achat courant; shopping goods, produits d'achat réfléchis; specialty goods, produits d'achat spécialisés. Ces trois catégories de produits s'opposent sur le plan du marketing, d'où résulte l'intérêt de cette classification. On comprend bien, au vu de quelques critères évoqués dans ce tableau, que le processus d'achat n'est pas le même pour chaque catégorie et donc que les politiques de marketing souhaitables ne ressemblent peu. 5. Le sentiment post-achat. C'est la dernière étape, d'elle vont découler les achats ultérieurs. Pour les produits d'achat courant, si les sentiments après l'achat rentrent à peu près dans le cadre attendu, l'automatisation de la procédure est renforcée et elle ne sera remise en cause que si un élément nouveau survient. Pour les produits d'achat réfléchis, surtout pour les produits d'achat spécialisés, la tension au lendemain de l'achat est forte car le consommateur craint d'avoir commis une erreur. Une dissonance cognitive peut apparaître. Nous avons vu de quels moyens le consommateur disposait pour la réduire. Le processus d'achat, tel qu'il a été ici analysé, est en fait relativement simplifié et les auteurs n'ont pas manqué de présenter des achats plus compliqués. Des modèles globaux, et pas seulement des modèles d'évaluation comme ceux que nous avons examinés, ont été élaborés. Les détaillants comprennent bien qu'à chaque achat correspond un comportement spécifique. Dans le domaine de l'alimentaire, un institut américain oppose 5 types de courses. La routing shopping trip, produit de base; le stock-up shopping trip, achat mensuel stocké longtemps; le fill-in shopping trip, achat de première minute; le same-day shopping trip, produit consommé le jour même; l'adventure shopping trip, achat de plaisir. Le consommateur, entreprise, le B2B. L'examen des marchés industriels nous retiendra moins que l'étude des marchés des biens de consommation, non pas en raison d'une importance moindre, ce serait même le contraire. La moitié des produits manufacturés est vendue sur les marchés industriels, mais tout simplement parce que les achats industriels sont pratiqués par des individus et, en tant que tels, ils présentent de nombreux points de ressemblance avec les achats personnels. Il est entendu que le directeur des achats d'une grande entreprise n'agit pas pour son propre compte, il n'est qu'un des rouages d'un ensemble plus vaste, mais néanmoins il agit avec ses motivations et sa personnalité propre. Ce sont donc plutôt les points spécifiques des marchés industriels que nous relèverons ici. Nous verrons ainsi les caractéristiques des marchés industriels, puis nous tenterons de les classer en quelques catégories. Nous étudierons le processus d'achat. Les caractéristiques d'un marché industriel. Les marchés industriels se définissent Les marchés industriels se définissent à l'égard de la qualité des acheteurs. Ceux-ci représentent en effet des entreprises ou plus généralement des organisations sur ces marchés. S'échangent donc à la fois
des biens de consommation que les entreprises utilisent pour leur usage propre et des biens de production qui sont utilisés pour produire d'autres biens ou services. C'est le destinataire qui emporte la spécificité des marchés industriels tient au fait que le vendeur ne s'adresse plus aux individus, mais à une institution. Les caractéristiques de ces marchés sont au nombre de trois. Le premier est le rôle primordial de la technique. Les produits industriels, pour la plupart, présentent un haut degré de technicité et sont définis par des cahiers des charges très précis. Parfois, ils relèvent des spécialisations, des spécifications nationales ou internationales. Et ce n'est d'ailleurs pas le cas de tous les produits, car certains sont très proches sur ce plan des biens de consommation, mais en général, le dialogue qui s'engage entre vendeurs et acheteurs est un débat des techniciens. Un générateur, un ordinateur, de l'acier fin, du tissu imprimé, un lingot d'aluminium, bien davantage appellent lors de la vente à la technique qu'au sentiment. La conséquence sur le plan marketing se retrouve dans l'acte d'achat. Le processus fait intervenir ordinairement plusieurs personnes dans l'organisation, car il est difficile d'être le spécialiste de toutes les techniques. Il serait préférable de parler de négociation d'achat dans les mesures où l'acheteur est très bien informé des qualités des produits, de leurs avantages et de leurs inconvénients. L'aspect technique se manifeste donc à plusieurs niveaux, ainsi bien chez le vendeur que chez l'acheteur. La demande est une demande dérivée. En effet, les biens industriels sont appelés à s'intégrer dans le processus de production d'autres produits ou d'autres services, ou bien encore à concourir à cette production. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas demandés pour eux-mêmes, mais que leur demande dépend d'une manière ou d'une autre d'une demande finale. Cela entraîne plusieurs conséquences. La demande est rigide. La demande de biens industriels évolue peu lorsque le prix change. En effet, le prix des biens incorporés dans les produits finaux ne représente qu'une partie du coût total du produit. Par conséquent, une hausse ou une baisse de la valeur des approvisionnements n'a qu'une incidence relativement faible sur le prix de vente ou sur la marge dégagée. D'autant plus que, dans un assez grand nombre de cas, le volume des biens achetés est strictement défini par un coefficient fixe. Le prix des pneumatiques peut augmenter ou diminuer. Le nombre des pneus vendus en première monte sera toujours égal au nombre de voitures multiplié par 5. Deux remarques doivent cependant être formulées. D'abord, ceci n'est valable qu'à court ou moyen terme. À plus long terme, aucun coefficient n'est fixe et le volume des produits achetés peut diminuer ou augmenter au gré des évolutions de prix. Ensuite, il est impératif de bien distinguer la demande à la branche et à la demande à l'entreprise. Autant la première peut être inélastique, autant la seconde est élastique. B. La demande est fluctuante. Les biens industriels sont achetés en fonction de la demande du produit final dans lequel ils incorporent de telle sorte que toutes les variations de cette demande sont seulement répercutées, mais encore amplifiées. Voilà l'effet du mécanisme dit de l'accélérateur. La demande de biens intermédiaires subit des fluctuations de plus grande ampleur que celle du produit de consommation correspondant. Par le jeu des stockages ou des déstockages, des anticipations ou des retards, la demande des biens industriels est soumise à des à-coups importants. Les difficultés de planification et des ventes et de la production sont accrues d'autant chez le vendeur. La demande est hétérogène. S'agissant des biens de consommation, les entreprises possèdent en général un assez grand nombre de petits clients. Pour les biens industriels, le nombre de clients, de tailles d'ailleurs fort différentes, peut être très réduit. Quelques clients, un seul parfois, même réalisent 60 à 70% du chiffre d'affaires.
La négociation de vente est alors très différente dans chaque cas. Il arrive que le vendeur soit à la merci de l'acheteur lorsque le dernier représente une très forte part du chiffre d'affaires. On peut se demander dans cette circonstance si l'entreprise est encore indépendante. De toutes ces particularités, il résulte que les vendeurs de biens industriels ont le souci de bien gérer leur portefeuille de clients pour ne pas dépendre trop directement d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux. Une stratégie possible consiste à intervenir également sur le marché des biens de consommation dans le but de mieux répartir les risques. 2. La classification des produits industriels. La variété des produits industriels est grande et il serait erroné de penser que tous répondent aux mêmes exigences d'analyse. Plusieurs catégories doivent être distinguées. 1. Les matières premières. Il s'agit de ressources naturelles, bois, pétrole, etc. et de produits agricoles, coton, fruits, lait, etc. L'offre de ressources naturelles est limitée et ne peut être augmentée à court terme. Les produits répondent à des normes précises et leur faible valeur au kilogramme fait que le problème du transport est primordial. La compétition entre les vendeurs repose ou bien sur le prix lorsque la demande est faible, ou bien sur le délai de livraison lorsque la demande est forte. La demande dépend très fortement de la conjoncture économique, l'offre est très concentrée. En revanche, l'offre de produits agricoles est beaucoup plus atomisée, dispersée, de nombreux producteurs se partagent un marché également soumis à une forte standardisation. Le transport et le stockage constituent deux éléments de toute première importance. 2. Les produits manufacturés et les pièces détachées. Ce sont les produits qui sont intégrés dans la fabrication d'un autre bien, mais qui, contrairement aux matières premières, ont fait déjà l'objet eux-mêmes d'une transformation. Il s'agit par exemple du fil et du ciment pour les produits manufacturés d'un pare-choc, d'une bobine électrique pour les pièces détachées. Ils sont vendus directement par le fabricant, sauf lorsque les utilisateurs sont nombreux. Le cas du textile est décrit par le schéma ci-après. Les relations entre fournisseurs et clients peuvent, à la limite, se modifier et devenir des rapports de domination. Des liens de donneur d'ordre à sous-traitant s'instaurent dès lors que le fabricant ne produit plus pour constituer un stock vendu grâce à un catalogue, mais exécute des commandes sur la base de spécifications qui lui sont imposées par le client. Il y a sous-traitance. Sur ce marché de produits manufacturés et des pièces détachées, la marque a peu d'importance, la compétition forte sur le prix et sur les délais de livraison. 3. Les biens d'équipement. Ils ne s'incorporent pas dans le produit fini, mais permettent sa production. Leur gamme est très étendue. Elle comprend de grandes installations nécessaires à la production de la firme, bâtiments, machines, aussi bien que des équipements accessoires, mobilier ou micro-ordinateurs. Les grandes installations sont vendues sur commande. En d'autres termes, la production n'est engagée que lorsque la vente a été conclue. Le fabricant doit donc entretenir une forte équipe de vente constituée d'ingénieurs qui proposent des installations spécifiques pour chaque client et établissent des devis. Seule la réputation compte. Une négociation peut se dérouler plusieurs mois, voire plusieurs années. Les équipements accessoires ne sont adaptés aux besoins très particuliers de chaque client. Ils sont produits pour le stock et vendus sur catalogue. La marque a de l'importance, des grossistes ou des revendeurs s'intercalent alors souvent entre le producteur et l'utilisateur. Il s'agit les fournitures en 4. Il s'agit de tous les biens qui concourent à la production sans y intégrer et qui représentent une part très faible du coût de revient, papeterie, peinture, lubrifiant, etc. Ces produits se rapprochent des biens de consommation. Leurs producteurs entretiennent souvent les deux catégories d'acheteurs, individus et entreprises. Leur distribution nécessite de gros efforts. Les services achetés par des entreprises à d'autres entreprises n'ont pas été étudiés ici. En fait,
Ils trouvent leur place dans les 4 catégories précitées, d'autant plus que la distinction entre produits et services est parfois bien floue. C'est le cas lorsque l'acheteur a le choix entre pratiquer lui-même l'opération ou la sous-traiter. Dans la première hypothèse, il achète des produits, dans la seconde des services. Le choix entre l'acquisition d'un ordinateur ou l'utilisation d'un service extérieur d'informatique entre dans le cadre d'une même négociation. 3. Le processus d'achat industriel. L'examen du processus d'achat revêt une grande importance. Nous verrons d'abord les motivations des acheteurs avant de nous intéresser à l'organisation de l'achat. En premier, les motivations de l'acheteur. On a souvent tendance à estimer que les biens industriels donnent lieu à des achats particulièrement rationnels. Autrement dit, les acheteurs parfaitement informés et compétents se décideraient en toute occasion pour les produits qui offrent la meilleure qualité au meilleur prix et dans les meilleurs délais. En fait, les achats sont bien rationnels, mais rationnels au sens où ils sont effectués en fonction d'objectifs tout à la fois précis et doubles. L'acheteur vise en effet à atteindre les objectifs de l'entreprise, mais il possède aussi ses propres buts. Les objectifs de l'entreprise, l'acheteur dans une firme tient compte des désirs que l'organisation exprime. C'est ainsi que les achats sont intégrés dans les calculs de rentabilité, de taux de panne, d'usure, d'évolution des coûts d'exploitation, en fonction de tous les éléments recueillis, d'une part en fonction de l'habitude, de la bonne réputation, de la qualité, des choix des utilisateurs, d'autre part le technicien des approvisionnements choisi, l'obligation de procéder à des achats réciproques. L'entreprise achète à son propre client entre dans ce cadre. Lorsque Steelcase obtient le contrat des équipements de bureau de siège social d'IBM, il lui était difficile de choisir une autre maison qu'IBM pour l'achat d'un ordinateur. Les achats réciproques sont également très fréquents à l'intérieur des groupes industriels. Les voitures de livraison de la société Peugeot Outillage sont bien entendu des fourgons Peugeot. En conclusion, l'acheteur se conforme à des procédures, à des principes de choix qui lui sont dictés par le respect de l'intérêt de son entreprise. Les étapes du processus d'achat. 1. La reconnaissance du besoin. 2. La détermination des caractéristiques. 3. La description des caractéristiques. 4. La recherche des fournisseurs. 5. Le choix des fournisseurs. 6. La collecte et analyse des offres. 7. Évaluation des offres. 8. Choix et achat. 9. Contrôle et performance. Les objectifs de l'acheteur. L'acheteur a lui-même un certain nombre d'objectifs qui lui sont propres et un problème survient lorsque ceux-ci sont incompatibles avec les premiers. Il se rapporte en fait à une seule idée. L'acheteur, ainsi que tout participant dans une organisation, souhaite minimiser les risques d'erreur et ceci au détriment d'un coût éventuellement plus élevé qu'il ne supportera pas. Un acheteur est souvent beaucoup plus intransigeant devant un délai de livraison qui s'allonge. Si la production s'arrête par manque d'approvisionnement, la situation lui est entièrement imputable. Que lorsque le prix augmente, la diminution d'une marge est imputable à tous. De même, un acheteur peut avoir tendance à privilégier les fabricants à forte notoriété, même s'ils sont plus chers, car il pourra plus aisément justifier son choix si des difficultés se produisent. On ne saura faire greffe ultérieurement à un acheteur d'avoir acquis une machine à photocopier Oniga, tandis que la panne d'une machine d'une marque moins célèbre sera plus délicate à justifier. Ces motivations ne sont pas prioritaires dans tous les cas. Tout dépend de l'organisation de l'achat, mais elles devaient être évoquées. Les motivations dépendent aussi du type de produit. On peut imaginer le tableau suivant. Les paramètres de la décision. Matière première. 1. Délai. 2. Qualité. 3. Prix. 4. Standardisation. 5. Facilité d'achat. Enfin, pièces détachées, pièces, biens d'équipement, fournitures, comme on le pas cité ici. Et en deuxième, l'organisation de l'achat. À l'intérieur des individus, les entreprises n'organisent pas leurs achats de manière identique pour tous les produits. Du papier pour machine à écrire
Les tôles entrant dans la fabrication sont achetées très régulièrement. Un fournisseur a été sélectionné et il n'est pas à chaque fois remis en cause. C'est seulement si un élément inhabituel intervient. Baisse de qualité, sollicitation très forte par un concurrent, une nouvelle négociation est entamée. Il est bon cependant, en toute hypothèse, de procéder de temps à autre à une mise en concurrence. Si en revanche il s'agit de faire l'acquisition d'un nouvel équipement ou d'une simple fourniture qui jusque-là n'était pas nécessaire, une procédure d'approvisionnement appropriée est mise en route. Il faut donc se garder de généraliser, mais il reste que dans les entreprises, l'organisation de l'achat présente le double caractère d'être collective et complexe. Plusieurs personnes interviennent et entre elles se nouent des relations de consultation, d'information, de décision, d'autorisation. Une première personne note l'existence d'un besoin non satisfait, puis la demande est transmise au décideur qui juge de l'opportunité de l'acquisition après consultation de l'utilisateur et l'avis du payeur. L'acheteur est averti, celui-ci, compte tenu du cahier des charges qui lui a été fixé, recherche des offreurs et sélectionne l'un d'entre eux. L'offreur est payé par le financier et le produit est remis à l'utilisateur. Le directeur marketing d'une grande entreprise, informé au moyen de publicité directe à la suite de la visite de salons divers, estime que le rendement de toutes ces actions pourrait être sérieusement amélioré si un nouveau logiciel de CRM était acheté. Il chiffre approximativement le coût et les avantages de l'opération, puis il transmet la demande au directeur général. Celui-ci approuve. Le chef de service marketing, en accord avec le directeur des systèmes d'information, définit les caractéristiques que devra comporter le système: fonctionnalité, maintenance, puissance, souplesse d'utilisation, comptabilité avec l'ERP de l'entreprise. Après accord du directeur financier, demande est faite au responsable des achats qui retient 3 marques: Siebel, PeopleSoft, SAP. Les 3 fournisseurs potentiels sont des offres. En fonction des diverses motivations déjà mentionnées, l'acheteur arrête son choix. On comprend facilement que les opérations, dont la réalité ne sont pas toujours aussi schématiques, les variables et les relations, nous l'avons vu, sont en effet fort nombreuses. Par exemple, si les spécifications techniques souhaitées par l'utilisateur sont trop détaillées, l'acheteur ne peut plus exercer réellement un choix d'utilisateur. L'utilisateur, par exemple, désirant pour des motifs avouables et inavouables qu'une machine IBM soit achetée, donne dans le cahier des charges des caractéristiques que seule la firme IBM possède. C'est à l'inverse un problème fondamental pour le vendeur que de définir avec précision quel est le maillon de la chaîne qui a la plus grande influence sur le choix.